Bonsoir à tous, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin réanimateur, et je suis présentateur ce soir pour le Conseil scientifique indépendant. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 115e édition qui nous réunit tous les jeudis soirs finalement pour discuter ensemble de sciences, de médecine, parfois d'autres sciences plus molles comme la sociologie, l'économie ou d'autres choses comme ça, et essayer de donner un éclairage le plus ample possible pour que vous puissiez bénéficier d'une information claire, loyale et appropriée qui vous permettent ensuite de donner votre consentement ou non à certaines thérapeutiques, certains choix diagnostiques ou à certaines prises en charge sanitaires, en étant le plus conscient possible des enjeux. L'ensemble des contributeurs au Conseil scientifique indépendant parlent en leur nom propre, ne se couvrent pas derrière aucune institution, et donc évidemment toutes les institutions dont nous faisons partie ont leur propre avis qui est, en l'occurrence pour moi-même, très différent du mien et le mien très différent du leur. Donc nous sommes d'accord et tout va bien. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau un contributeur important puisqu'il bénéficie de multiples casquettes qui lui permettent d'avoir des angles de vue et de compréhension sur les phénomènes sanitaires de nos sociétés extrêmement intéressants. C'est le docteur Michel Kouki. Bonsoir Michel, tu vas bien? Bonsoir Louis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, tu viens de le dire, mais je crois qu'il faut que je le répète pour que ce soit bien clair, bien compris par nos institutions. Hein. Je ne parle pas au nom des institutions qui m'emploient. Je n'ai pas évidemment de conflit d'intérêt avec les parties dont je vais parler ce soir. Et donc, nous allons évoquer les vaccins géniques, qu'ils soient ADN ou ARN, pour dire justement que ce ne sont pas des vaccins, que ce sont des thérapies géniques qui sont taillées pour la production maximale d'une protéine, pour la production de protéines étrangères à notre organisme par nos cellules, les cellules du corps humain, à partir donc d'une construction génétique manufacturée. Donc, on va voir ça dans le détail tout à l'heure. Merci beaucoup. Est-ce que juste pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu peux nous redire un petit peu ton CV Oui. Donc, je suis docteur en médecine, je suis cadre de la fonction publique hospitalière. Et puis, bon, j'ai fait un peu de sociologie, de biologie moléculaire, effectivement. Donc, c'est qui me permet, j'espère, d'apporter un éclairage à ceux qui n'ont pas le temps d'approfondir tout ça et pour justement apporter une information claire et loyale autant que possible, comme tu viens de le dire. Ouais. Merci beaucoup Michel. On reçoit aussi pour discuter avec toi ce soir Hélène Banoun. Hélène, bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir. Ça va, merci. Donc moi, je suis pharmacien biologiste retraité, sans conflit d'intérêt. Et j'ai travaillé aussi sur le sujet que va aborder Michel, donc j'ai publié un article sur la réglementation des ARN messagers. Donc comme ça, on va pouvoir en discuter. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Et on a la chance de recevoir aussi ce soir un autre honnête homme, comme on pourrait dire dans les temps plus anciens. C'est cette curiosité de tout, de l'humain dans ses multiples dimensions, à la fois humaines mais extrêmement techniques, avec Vincent Pavant, qui est mathématicien. Bonsoir Vincent, tu vas bien? Bonsoir Louis, bonsoir Hélène, bonsoir Michel. Ravi d'être à nouveau avec vous pour cette 115e émission, particulièrement heureux de voir que le CSI reçoit Michel, qui est vraiment un personnage de grande qualité, comme tous ceux que l'on reçoit régulièrement. Alors moi-même, je suis mathématicien, je ne parle absolument pas enseignant-chercheur, je ne parle absolument pas au nom de mon institution, bien sûr, et je suis exempt de tout conflit d'intérêt, en particulier dans le domaine qui est évoqué ce soir. Ouais, merci. Alors, vous sentez que peut-être ce soir, on parle beaucoup d'où on parle, justement. Probablement parce que Vincent et moi revenons d'une commission disciplinaire de l'Ordre des médecins et qu'il faut que les choses soient bien claires, effectivement, pour éviter que nous soient reprochées des choses injustement. Justement, Vincent, à titre de président de Réinfo Liberté, tu participes en partie à la défense du docteur Michel Procureur. Est-ce que tu voudrais informer nos auditeurs un petit peu de ce qui s'est passé hier en quelques mots, hein, sans trahir le... Bien sûr, merci de me donner l'occasion. Effectivement, donc Réinfo Liberté, dont je suis président, qui soutient énormément de causes, de personnes qui ont eu à subir, hélas, des poursuites disciplinaires, notamment.
me souviens que Info Liberté a soutenu des restaurateurs à Biarritz, une postière du côté des Alpes, 2 soignants suspendus effectivement dans le nord-est de la France. Et hier, donc, était organisée à Nantes une journée qui a été organisée par les Masques Blancs, d'ailleurs, qu'il faut saluer parce que, évidemment, la résistance est composée aujourd'hui de multiples et de nombreuses associations locales ou nationales dont les Masques Blancs font partie. Et donc, qui avait pour but donc de soutenir le docteur Michel Procureur, donc Michel Procureur qui est chirurgien dans la région nantaise, un peu en dessous de Nantes, et qui a la particularité, comme un certain nombre sans doute de ses confrères, mais lui ne s'en est pas caché, en tout cas Michel Procureur, est bien d'avoir établi de faux passes sanitaires pour des personnes qui étaient en grand besoin d'avoir ces passes, en grand besoin à la fois tout simplement pour protéger leur santé, parce qu'un certain nombre d'entre eux, effectivement, avaient des contre-indications tout à fait légitimes, contre-indications donc à cette vaccination, hélas, que peu de personnes voulaient reconnaître. Et donc, Michel Procureur a pris sur lui, dans le cadre de son serment d'Hippocrate, du primum non nocere, eh bien d'établir des faux passes pour que ces gens puissent tout simplement continuer à se faire soigner, continuer à vivre. Il a fait également des faux certificats pour des personnels soignants pour que ces gens-là puissent tout simplement continuer à exister. Et je rappelle que récemment, encore, Maître Maud Marian, par exemple, a gagné pour des soignants au tribunal administratif qui ont reconnu qu'effectivement, il y a eu énormément de vices dans la procédure de suspension et qui a en première instance obtenu des réintégrations avec rétroversement des salaires pour dire à quel point effectivement cette loi du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale des soignants était de toute façon illégitime, sans doute manifestement illégale aussi, en tout cas dans les formes qu'elle a prises, et qu'il y avait vraiment une nécessité de protéger les gens qui, grand 1, ne savaient pas forcément de quoi retourner exactement ces vaccins. Michel va encore nous dire, puisqu'il a annoncé que finalement ce ne sont pas des vaccins, simplement des thérapies géniques pour l'ARN de Covid, en tout cas expérimental. Et c'est très important parce que ça veut déjà dire que l'information n'a pas été loyale finalement. Et qui dit information pas loyale, dit que le consentement n'est pas libre et éclairé. Et rien que ça, c'est un vice de forme tout à fait significatif qui fait qu'on avait besoin bien de protéger ces personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner et pour certaines d'entre elles qui avaient des contre-indications. Et donc, ça s'est passé au Conseil de l'Ordre. Pendant 1h30, donc quasiment de 10h30 à midi, où la défense a exposé le fait que Michel Procureur, dans un cadre déontologique, en réalité, n'avait pas failli à ses obligations éthiques, qui sont celles, en fait, voulues par le serment d'Hippocrate, et qu'à tous les points de vue, en réalité, Michel Procureur avait bien respecté le cadre éthique avec ses patients, et qu'il n'avait nui à personne, qu'il n'avait eu aucun enrichissement, et qu'il avait au contraire apporté à ses patients le soin dont ils avaient besoin, y compris celui de pouvoir continuer à vivre normalement. On rappelle, et ça a été rappelé, d'abord que des soignants suspendus se sont suicidés, et c'est effectivement un drame terrible, et que d'autre part, de nombreux, hélas, trop jeunes hommes et femmes sont morts d'avoir été injectés par effectivement des médecins qui n'étaient peut-être pas aussi informés que le docteur Procureur sur l'aspect expérimental, l'aspect nocif de ces vaccins. Je rappelle que Pfizer a été obligé de dévoiler son contrat avec l'État d'Afrique du Sud, qui était bien précisé dans ce contrat-là que Pfizer ne garantissait à peu près rien, ni sur la transmission, ni sur l'infection, ni évidemment sur les effets indésirables à moyen, court et long terme. Que cette information, hélas, n'a pas été retranscrite au niveau des médecins. Des gens sont morts très tôt. Il y avait la famille d'Anthony Rio à Nantes, qui était un des premiers victimes. Il avait 24 ans, il était en 6e année de médecine à Nantes, en pleine santé. Il est mort de l'AstraZeneca, avec un lot qui d'ailleurs avait été interdit quelques semaines avant dans plusieurs pays européens, dont les pays du Nord, l'Autriche, et qui n'avait pas été interdit en France. Et puis, la famille de Maxime Beltra également a envoyé un message. Et tous ont dit, s'il y avait eu plus de docteurs procureurs, peut-être qu'effectivement, nos enfants seraient encore en vie. On pense aussi à petite Sofia Benaria, qui est mort quelques jours après son injection d'une embolie pulmonaire. Et donc, tout ça fait que il y a sûrement un certain nombre, en tout cas, on l'espère, de médecins qui ont fait ces faux, mais le courage, je dirais, de Michel Procureur et son intégrité, ça a été de ne pas s'en cacher finalement,
en affirmant haut et fort que ce qu'il faisait était éthique et que venez me juger si vous en avez le courage. En tout cas, moi, je mets sur la table, nous dit Michel Procureur, mes actes. J'en assumerai les conséquences, toutes les conséquences. On espère juste que sur chacun des volets judiciaires pour lesquels il sera jugé, donc l'aspect déontologique avec le Conseil de l'ordre, l'aspect administratif avec un certain nombre d'actes médicaux qu'on lui reproche, et l'aspect évidemment pénal avec les faux en écriture, parce que ce sont des faux en écriture. Sur chacun de ces volets, la justice saura reconnaître qu'en fait, finalement, ces trois suspensions étant manifestement illégales, eh bien, il n'y avait absolument aucun inconvénient à établir ces faux passes qui ont simplement peut-être, et c'est sûrement une réalité objective, sauver des personnes, à la fois des faits indésirables, peut-être même de la mort. En tout cas, il y avait 200 personnes, un peu plus, je pense, 200 à 300 personnes devant le Conseil de l'ordre. Et l'occasion de rappeler également, parce que ce n'est pas anodin, que suite à ce Conseil de l'ordre, étaient prévus 2 événements dans une salle qui avait été réservée, louée par les masques blancs, donc une conférence de presse, suivie ensuite d'une conférence par Louis, Emmanuel Darle et moi-même sur des sujets liés à nos publications. Eh bien, ces salles ont été annulées au dernier moment par la mairie, la municipalité qui avait en charge donc de les louer donc à l'association des masques blancs, sur simple protestation des journalistes de Ouest France qui ont décidé que il était absolument indécent que Louis Fouché, Emmanuel Darle et Vincent Pavant puissent tenir une conférence de presse avec Michel Procureur parce que les propos qui étaient tenus étaient des propos inacceptables, soi-disant anti-vax, complotistes, conspirationnistes et ainsi de suite. Preuve qu'en France, la liberté d'expression n'existe plus. Et ce n'est pas des accusations en l'air, c'est juste une expérience vécue et concrète où des petits journalistes aux ordres d'on ne sait quelle idéologie, en fait, se permettent de faire pression sur des municipalités pour empêcher que des écrivains, des scientifiques, des médecins qui sont édités, qui sont vendus à la FNAC, hein, je le rappelle, qui sont même parfois en tête de gondole de la FNAC, et que ces gens-là soient interdits de prendre la parole pour défendre et exposer les arguments de défense éthique d'un médecin qui, pour moi, c'est mon opinion personnelle, doit être déjà considéré comme un héros de la résistance face à une déferlante idéologique qui essaie d'imposer un vaccin qui n'en est pas un, et c'est ce que va nous expliquer Michel Cucci aujourd'hui. Merci Vincent pour cet exposé très clair. J'espère qu'effectivement l'affaire du docteur procureur servira à la casuistique éthique qu'elle sera enseignée et permettra aux futures générations de médecins de prendre les bonnes décisions dans les dilemmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement sur le soin. Voilà, alors Michel, après cette introduction, on en attend beaucoup de savoir est-ce que ces produits finalement sont intéressants et nous aider à faire la balance bénéfice-risque qui évidemment ne peut être faite que pour chaque patient dans un colloque singulier avec son médecin et évidemment pas de manière générique, mais pour autant voilà, il commence à y avoir des interdictions et des retraits du marché dans certains États américains, ce qui devrait quand même nous amener à nous poser des questions, y compris en France. Donc, je vais faire ta publication si c'est OK pour toi. Eh bien, merci. Merci Louis, merci Vincent. Et donc, je vais commencer ma présentation. Effectivement, ça fait maintenant plus d'1 an que l'état d'urgence sanitaire a été levé. Des enquêtes et des procès se déroulent en ce moment aux États-Unis. Je vais préciser simplement que pour ceux que ça intéresse, que l'exposé que je vais présenter ce soir fait donc allusion à un livre qui s'appelle Les vaccins géniques, hein, et j'ai mentionné là les pages qui correspondent aux propos que je vais tenir ce soir. Donc, je disais que des procès se déroulent actuellement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, mais qu'en France, les institutions protectrices des droits des citoyens demeurent silencieuses et les grands médias sont étonnamment peu curieux. Pourtant, les événements récents sont d'une envergure exceptionnelle. Alors, dans ce grand sommeil,
le gouvernement français prévoit une nouvelle campagne de vaccination génique en population générale dans un mois, à partir du 17 octobre. Et nous allons examiner si cette campagne, cette politique est bien raisonnable dans le contexte actuel. Alors que ces préparations délétères peuvent être administrées sous contrainte ou sous quasi-contrainte en population générale, constituent une défaillance du système de santé. Alors, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Ce que je vais présenter dans cette introduction, c'est donc un retour critique sur les vaccins géniques, donc dans l'objectif de contribuer à l'instauration d'un débat public de qualité avant le lancement de cette nouvelle campagne de vaccination. Nous verrons que ces techniques ne sont pas conçues pour stimuler une immunité, mais pour faire produire dans le corps de la personne inoculée une néoprotéine qui nuit à sa santé. Nous verrons que les vaccins, entre guillemets, issus de ces techniques ne sont pas des vaccins, mais une thérapie génique incontrôlée dont les effets délétères sur la population apparaissent majeurs. Que ces présentations délétères peuvent être administrées sous contrainte ou quasi-contrainte en population générale constitue une défaillance du système de santé, des agences sanitaires et plus généralement de la décision publique. L'absence de transparence, la transgression des règles, l'appât du gain, la pusillanimité des professionnels et des experts, l'inconstance morale des décideurs et la censure active des dissidents ont empêché qu'une information claire et loyale parvienne à la population. Donc, nous allons tenter, grâce au CSI, une synthèse des connaissances sur ces pseudo-vaccins afin de permettre à chacun de prendre les décisions qui s'imposent pour lui-même et pour ses proches. Donc, nous allons voir d'abord la composition, en commençant par les composants principaux déclarés. Et cette composition, on va dire, non scotomisée, n'est disponible que depuis mai 2023, c'est-à-dire près de 2 ans et demi après le début de l'inoculation en population générale, et à la suite d'une requête judiciaire auprès de l'Agence britannique des médicaments. Parmi ces constituants principaux se trouve l'ARN modifié, improprement désigné comme principe actif. Au cours de la séance du CSI de la semaine dernière, la docteure Carole Cassagne a présenté par le menu l'ingénierie susceptible d'avoir été mobilisée par les industriels pour la fabrication d'un ARN traduisible par les cellules humaines. Je rappelle ici les principales modifications du produit par rapport au code sauvage, enfin, entre guillemets, porté par le SRAS-CoV-2. D'abord, l'ensemble des bases uridines ont été changées par des N1-méthylpseudouridines, ce qui entraîne une immunodépression nécessaire pour inhiber l'activation immunitaire contre l'ARN étranger. Deuxième modification, le code est enrichi en couple guanine-cytosine, liés par 3 liaisons hydrogènes au lieu de 2 pour les autres combinaisons, ce qui augmente la stabilité de l'ARN modifié et augmente la production de néoprotéines. En contrepartie, la vitesse de la traduction est altérée et sa fiabilité est dégradée. Enfin, 2 mutations, 2 prolines sont placées par Pfizer et Moderna en K986P et V987P, ce qui expose la partie immunogène de la néoprotéine spicule, mais contribue à son instabilité structurelle. Outre l'ARN modifié, les autres composants principaux déclarés sont les nanoparticules lipidiques toxiques, ALC0315, ALC0159 et PSPC produites industriellement, ainsi que le cholestérol. Ces nanoparticules entrent dans la composition de la capsule lipidique qui enveloppe l'acide nucléique et lui assure une forme d'invisibilité. Les molécules d'ARN modifiées ne peuvent en effet atteindre les cellules que dissimulées dans une capsule nanolipidique. Leur affinité membranaire leur permet de franchir toutes les barrières biologiques, celles du cerveau, du placenta, des cellules germinales, etc. L'encapsulation de l'ARN modifié
lui permet de s'accumuler dans le foie et d'autres organes, puis d'atteindre des organes vitaux, tels que le cœur ou le cerveau, de franchir la barrière placentaire et de contaminer le fœtus. Une partie des nanoparticules lipidiques est excrétée avec l'ARN et parfois la néoprotéine spicule dans des vésicules extracellulaires, appelées exosomes, suspectées de constituer une voie de contamination de l'entourage de la personne inoculée. Les études précliniques chez le rat, dont les résultats ont été obtenus à la suite d'une requête judiciaire à nouveau, ont pu établir que les composants nanolipidiques persistent dans l'organisme. Leur distribution, ici représentée, montre une atteinte de l'ensemble des organes du corps avec une affinité accrue pour les glandes et les ovaires. Mais selon qu'il s'agit de Moderna ou Pfizer, les animaux ont été sacrifiés au bout de 6 ou 14 jours. La persistance des produits injectés ne sera pas étudiée plus longtemps. Par contre, cette propriété n'a fait l'objet d'aucune exploration officielle sur le sujet humain avant administration de ces produits expérimentaux en population générale. Cette liste de composants déclarés masque le fait que les fabricants administrent en vérité un tout autre produit. En effet, le processus de fabrication du produit de Pfizer-BioNTech a été changé entre la phase de test et celle de la production de masse. Dans le premier processus, le process 1, destiné aux essais, l'amplification de l'ARN modifié est réalisée par une réaction en chaîne via une polymérase, c'est-à-dire une PCR. Dans le second processus, le process 2, démarré en octobre 2020, elle passe par la réplication d'un ADN plasmidique au sein de la bactérie Escherichia coli. Et bien sûr, cette substitution, c'est une supercherie, c'est interdit. Mais les agences sanitaires et le gouvernement se taisent. Ce qui est plus précisément caché au public, c'est que l'étape de purification maintient en solution de l'ADN sous forme plasmidique et des endotoxines. Le produit testé en essai clinique n'est donc pas le produit administré. De l'ADN plasmidique portant une copie du même gène que celui qui est porté par l'ARN modifié est injecté à la population. Et l'on sait de longue date combien l'injection de gènes sous cette forme peut être dangereuse. Mais grâce à cette supercherie, cette dangerosité-là échappe aux essais cliniques. Cette présence d'ADN plasmidique dans les vaccins géniques prétendument à ARN est massive. Elle compte pour plus de 20% de l'acide nucléique encapsulé, une proportion dépassant de très loin les 0,033% tolérés par l'Agence européenne des médicaments. Or, les plasmides ont un pouvoir autorépliquant, c'est-à-dire donc qu'ils sont capables de se reproduire spontanément, d'où une transcription in vivo d'ARN modifié augmentée d'autant. Le plasmide comprend notamment une copie du gène manufacturé de la néoprotéine spicule et des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés pour la croissance sélective des bactéries contenant des plasmides. Il faut insister sur la présence plus troublante du promoteur du virus oncogène SV40 dans les produits ARN de Pfizer, mais pas dans ceux de Moderna. Sa présence est nullement requise, ni pour la production d'ARN modifié in vitro, ni pour la traduction de l'ARN modifié en néoprotéine spicule dans le cytoplasme de la cellule humaine. Par contre, il favorise le passage du plasmide dans le noyau de la cellule humaine. De cette manière, il n'augmente pas seulement sa transcription in vivo en ARN modifié, il favorise clairement l'intégration du gène manufacturé dans le génome de la personne inoculée. Il s'agit donc de savoir pourquoi Pfizer a inclus cette séquence dans sa préparation vaccinale et pour quelles raisons la Food and Drug Administration, l'Agence européenne des médicaments et les autres agences sanitaires ont gardé le silence sur la présence d'ADN dans la préparation d'ARN
et sur celle du promoteur du SV40. Le mode d'action du vaccin génique a bien été saisi par Alexandre Arioncode dans son succès de librairie Les apprentis sorciers. Les cellules se transforment d'un coup en usines à produire ce que l'ARN modifié nous force à produire. Nos cellules sont ainsi reprogrammées car l'information de cet ARN modifié synthétique est conçue pour s'imposer, être exécutée avec une forte productivité. À rebours de toute physiologie complexe, en effet, la promesse de la technologie ARN tient tout entière dans la production maximisée par les cellules du corps humain d'une protéine étrangère à la physiologie de l'organisme, à partir d'une construction génétique manufacturée. L'ARN modifié inoculé dans le cytoplasme échappe au mécanisme physiologique de modulation de la synthèse des ARN messagers, qui s'exerce notamment au niveau de l'ADN, mais aussi dans le cytoplasme, et leur résistance à la dégradation contribue à cette production maximisée. Enfin, une copie du gène manufacturé est susceptible de s'intégrer dans le génome des cellules de la personne inoculée, ainsi que dans celui des bactéries qu'elle héberge. La néoprotéine ainsi produite a toutes les propriétés d'une protéine recombinante ou hétérologue. Elle exerce les effets les plus délétères dans l'organisme, structure modifiée, repliement altéré, etc. Si nous désignons cette espèce de protéine humaine jamais rencontrée auparavant sous le terme de néoprotéine, c'est qu'elle se distingue des protéines recombinantes rencontrées jusqu'à présent par au moins 3 caractères. Elle est produite dans nos corps humains et pas dans un bioréacteur, à partir d'ARN et non seulement d'ADN, pour produire directement ses effets dans nos organismes qui la produisent, et non pour être purifiée comme dans la production des vaccins à protéines recombinantes. En outre, la protéine spicule, servant de modèle, est dotée de propriétés toxiques sur l'organisme humain, connues depuis des décennies, et que la néoprotéine reproduit. Dans le cas des vaccins à ARN, cette production maximale est obtenue par une forme de capture des fonctions de la cellule qui interfère avec son métabolisme et plus largement avec les régulations physiologiques de l'organisme de la personne inoculée. La particule nanolipidique entre dans la cellule hôte par endocytose, l'ARN modifié est libéré, la néoprotéine synthétisée, la néoprotéine spicule rejoint la surface de la cellule et provoque une réaction immune dirigée contre la cellule. Du fait de la présence d'un site de clivage de la furine, la sous-unité 1 peut être détachée de la sous-unité 2, laquelle circule ainsi dans le plasma et les canaux lymphatiques et produit ses effets délétères sur l'organisme. L'ARN modifié est susceptible d'être rétrotranscrit en ADN et incorporé dans le génome de la cellule hôte ou des bactéries commensales pour une production de néoprotéines depuis les noyaux. La copie du gène portée par le plasmide contaminant peut s'insérer directement dans le génome sans faire appel aux enzymes de rétrotranscription. Comme on pouvait s'y attendre, le déploiement déraisonnable en population générale de cette production manufacturée au cœur de nos cellules a des conséquences délétères que nous évoquerons plus loin. Nous allons nous attaquer maintenant à la dimension un peu réglementaire en s'appuyant sur le fait que, comme nous venons de le voir, les technologies ARN consistent pour l'essentiel en l'inoculation d'un transgène in vivo. Les produits de ce type ont été d'emblée réputés d'une efficacité incertaine et d'une toxicité tellement élevée qu'elle a découragé l'ensemble des enseignes du médicament qui se sont engagées dans cette voie. Cette connaissance du danger aurait dû à elle seule décourager l'exploitation de la technologie ARN à des fins vaccinales. Pourtant, ce produit génique expérimental est d'emblée présenté par les responsables sanitaires et politiques comme un vaccin sûr et efficace, même en l'absence de tests substantiels de non-toxicité ou d'efficacité, et aussitôt administré en population générale, en passant au travers des mailles de la réglementation,
opportunément élargie pour l'occasion. L'inoculation d'un transgène in vivo relève de toute évidence des critères de la thérapie génique et les vaccins géniques relevaient bien jusqu'en 2009 de cette réglementation. Les vaccins étaient alors fabriqués à base d'ADN plasmidique. Ça nous rappelle quelque chose, c'est du type de ceux que l'on retrouve dans les vaccins prétendument ARN. Pourtant, une directive de l'OMS de 2005 concernant les vaccins a établi que ces évaluations, je cite, ne sont généralement pas considérées comme nécessaires pour soutenir le développement et l'homologation de vaccins contre les maladies infectieuses. Fin de citation. Mais la définition des vaccins anti-infectieux date alors en vigueur datait de 1975, une époque où les vaccins géniques n'existaient pas. Et c'est sur la base de ces conceptions obsolètes que l'OMS accorde aux produits géniques à prétention vaccinale le statut de vaccin, alors même que leur mode d'action n'y correspond aucunement. Et c'est par une simple disposition réglementaire, sans argumentation scientifique ou éthique, que l'Union européenne a exclu en septembre 2009 les vaccins contre les maladies infectieuses du groupe des thérapies géniques. L'AEM déclare alors simplement que, je cite, les vaccins contre les maladies infectieuses ne sont pas classés parmi les produits de thérapie génique. Fin de citation. La FDA suit cette position et l'entérine officiellement en 2013, alors que le département de la Défense des États-Unis investit des dizaines de millions de dollars dans des thérapies vaccinales à base d'ARN, notamment dans l'enseigne Moderna. Les agences sanitaires font alors passer les vaccins à ARN sous la réglementation des vaccins, alors qu'un même type de produit dirigé contre une maladie non infectieuse, comme un tissu cancéreux, sera considéré comme un Gene Therapy Medical Product, c'est-à-dire un produit de thérapie génique. Alors les avantages pour le fabricant sont énormes. Leurs produits géniques se dérobent ainsi aux études requises pour évaluer la sécurité des produits de thérapie génique. Ils se dérobent également à la réglementation sur les organismes génétiquement modifiés. Ils se dérobent plus fondamentalement au débat public, avec en particulier en France la dissolution du Haut Conseil de biotechnologie le 31 décembre 2020. Ce ne serait donc pas une thérapie génique. Quant aux vaccins à ADN, ils sont rebaptisés à vecteur viral afin que la vaccination n'apparaisse pas pour ce qu'elle est aux yeux du public, à savoir une thérapie génique. Cet effacement de toute prudence au profit d'un déploiement de censure et d'arguments mensongers ne parvient plus désormais à cacher qu'il a été administré un produit génique expérimental en population générale, sans étude sérieuse de sa toxicité ou de son éventuelle efficacité, et sans débat public. Dans leur article fondateur de 2014, les concepteurs de la technologie ARN ont identifié 3 domaines thérapeutiques principaux à leur trouvaille: les immunothérapies, les thérapies de remplacement de protéines et les applications de médecine régénérative. Point de vaccin ici, qui suppose une stimulation directe du système immunitaire contre un agent pathogène, de sorte que l'organisme receveur soit durablement protégé contre les maladies provoquées par cet agent. Dans le cas des vaccins géniques, il n'apparaît pas de stimulation notable du système immunitaire, pas de production durable d'anticorps, pas d'activation notable de l'immunité cellulaire contre un agent pathogène, sinon contre l'ARN modifié ou contre les cellules du corps transfectées par lui. L'organisme n'est donc pas protégé. L'action de la technologie ARN peut même être qualifiée de contre-vaccinale, puisqu'elle perturbe la réponse immune par la production monotone d'une protéine immunogène manufacturée, ne répondant à aucune régulation physiologique, et qu'elle induit une immunodépression pour que l'ARN modifié ne soit pas détruit avant d'avoir agi. Donc, au total, la technologie ARN déprime l'immunité du receveur pour soustraire l'ARN modifié à sa destruction immédiate afin de faire fabriquer à l'organisme un maximum de substances étrangères à son métabolisme. Il résulte de cette action contre-vaccinale une sensibilité aux infections, y compris au Covid, mais aussi une susceptibilité au cancer et aux maladies auto-immunes,
avec des conséquences que nous allons bientôt aborder. Même si la contamination de la préparation par l'ADN finissait par être éliminée, même si l'inoculation parvenait à produire une réaction immune contre l'agent pathogène, la maîtrise de la transfection des cellules de l'organisme à des fins médicamenteuses demeurerait impossible. Au sein de l'Union européenne, selon la directive 2081-83-CE du Parlement européen et du Conseil, les préparations médicamenteuses sont en effet composées d'un ou plusieurs principes actifs ou substances actives, d'un excipient et éventuellement d'adjuvants. Or, les préparations d'acides nucléiques à finalité vaccinale ne contiennent aucun composant qui s'apparente à un principe actif dans les faits pharmacologiquement annoncés, contrairement à ce qu'affirment les fabricants et les agences sanitaires. Le support génique n'est pas taillé pour stimuler une immunité contre un agent pathogène, mais pour conduire à la synthèse d'une quantité maximale de protéines étrangères à l'organisme. C'est ce qu'admettent Ugur Sahin et Katalin Karikó, donc les concepteurs de cette technologie ARN, dans leur article fondateur de 2014. Selon eux, je cite, l'ARN transcrit in vitro n'est pas l'agent final pharmacologiquement actif. Donc l'ARN transcrit in vitro, c'est bien l'ARN modifié. L'ARN modifié n'est même pas un médicament, n'est même pas un pro-médicament ou une pro-drogue. Les acides nucléiques ne se transforment pas en métabolites actifs. Ils portent une recette, une instruction, un code de protéines confié au métabolisme singulier des personnes inoculées. La façon dont chaque organisme en dispose pour produire une substance, qui serait la vraie substance active, ne peut en aucun cas garantir le respect des normes de stabilité structurelle et de sécurité requises pour un médicament, qui plus est en vue d'une administration en population générale. Les nanoparticules lipidiques sont des adjuvants qui jouent un rôle indispensable pour l'enregistrement d'un effet pharmacologique, mais ce sont aussi des nanomatériaux reconnus comme défavorables à la santé humaine. Elles peuvent par exemple pénétrer dans les cellules et perturber leurs structures internes ainsi que leurs fonctions biologiques. Donc, en l'absence de principe actif, les produits conçus selon la technologie ARN ne sont pas des médicaments au sens de l'Union européenne. N'étant pas des médicaments, ce ne sont pas non plus, de juré, des vaccins. Abordons maintenant les conséquences de cette administration de produits géniques à large échelle. Nous avons vu que l'ARN modifié peut porter une recette de fabrication de protéines spicules. La façon dont nos organismes en disposent reste incontrôlable, non linéaire et frappée d'une imprévisibilité essentielle. Sa large distribution dans l'organisme, sa probable transmission à l'entourage, sa toxicité sur le génome et sur le métabolisme cellulaire annoncent davantage une catastrophe sanitaire qu'une réussite éblouissante en matière de lutte contre le péril infectieux. Dans le monde merveilleux des scientifiques amis des industriels, on raconte une histoire de réponse immunitaire efficace à partir des cellules présentatrices d'antigènes. La particule nanolipidique pénètre dans la cellule hôte par endocytose. L'ARN modifié est libéré, la néoprotéine synthétisée. L'antigène est découpé en fragments et présenté aux cellules T cytotoxiques par les protéines de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Et les cellules T déclenchent l'apoptose, c'est-à-dire la mort de la cellule transfectée. Les antigènes sécrétés sont présentés aux lymphocytes T auxiliaires par les protéines de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité, et les cellules T auxiliaires facilitent l'élimination des agents pathogènes circulants en stimulant les cellules B pour produire des anticorps neutralisants et les phagocytes comme des macrophages. Bref, la traduction de l'ARN modifié produirait un antigène et une réponse immunitaire efficace à partir des cellules présentatrices d'antigènes. Voilà, c'est une belle histoire, mais c'est un conte pour enfants. Parce qu'en réalité, les conséquences de la transfection des cellules humaines doivent être reprises avec ce que les fabricants savaient de l'action des vaccins ARN depuis le début de leur folle entreprise. Les complexes formés par les nanoparticules lipidiques et l'ARN modifié circulent dans tout l'organisme.
et peuvent être traduits par de nombreux types de cellules à la faveur de l'induction d'une dépression de l'immunité innée. L'ARN modifié est libéré et traduit en néoprotéines par les ribosomes. Les modifications de la séquence d'acides aminés lui confèrent des propriétés inconnues. La néoprotéine est décomposée en fragments plus petits. La présentation par les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité transforme les cellules amies en cellules ennemies. Les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent un motif antigénique relevant du non-soi et exercent alors leur action cytolytique, produisant des manifestations inflammatoires et d'immunité dans tout le corps. La néoprotéine amenée à la surface de la cellule peut être reconnue par les anticorps. Ces anticorps activent le système du complément, aboutissant à une perméabilisation de la membrane cellulaire, ce qui conduit potentiellement à la mort cellulaire dans tous les tissus transfectés. Alors, les étapes 5 et 6 de la figure précédente, inductrice d'immunité active, peuvent bien se dérouler marginalement dans des cellules présentatrices d'antigènes. Elles ne constituent en rien le mode d'action principal à l'échelle de l'organisme. Tous les tissus subissent potentiellement des dommages. Des lésions subcliniques se produisent vraisemblablement chez tous les receveurs, les plus symptomatiques étant détectées cliniquement. Alors que les agences sanitaires occidentales chantent à l'unisson la rareté des effets indésirables, le gouvernement de l'Australie de l'Ouest publie en juillet 2023, avec 6 mois de retard, son rapport sur la surveillance de la sécurité des vaccins. C'est à ma connaissance le seul qu'il ait fait de façon objective et non biaisée. La rareté, toute relative, des effets indésirables s'apprécie sur cette figure du rapport, affichant les événements indésirables remontés au système de surveillance sur une base mensuelle au cours de la période 2017-2021. Précisons que le programme de vaccination anti-Covid démarre en Australie en février 2021. Les chiffres sont éloquents. Avec l'hypothèse raisonnable d'une proportion de 10% d'événements déclarés, nous parvenons à un effet indésirable pour 38 injections de produits géniques, soit 24 fois plus qu'avec les vaccins classiques non anti-Covid. Cela donne un effet indésirable sur 33 injections pour AstraZeneca, 1 sur 36 pour Moderna et 1 sur 41 pour Pfizer. L'examen des réactions comparées réalisé par le gouvernement de l'Australie de l'Ouest à la suite de vaccins classiques non anti-Covid et de pseudo-vaccins anti-Covid est plutôt terrifiant. Douleur précordiale, 1 versus 1404. Maux de tête, 13 versus 2737. Lymphadénopathie, 2 versus 244. Myalgie, 6 versus 2001. Péricardite, 0 versus 402. Essoufflement, 6 versus 693. Et on pourrait continuer encore longtemps. Ces chiffres démontrent bien que ces pseudo-vaccins provoquent des effets plus nombreux et d'une autre nature que ceux des vaccins classiques. Les conséquences des campagnes de vaccination sont telles qu'elles se lisent sur les courbes pluriannuelles des naissances et des décès. En France, la campagne de vaccination des femmes enceintes commence le 3 mai 2021. La remontée des naissances suivant les confinements se poursuit quelques mois jusqu'en septembre 2021, puis le nombre de naissances diminue pour ne plus se relever. En 2022, le nombre de naissances totales est en dessous de celle de 2020. La naissance est atteint en avril 2023, un minimum jamais atteint depuis 1994, en dehors des naissances de janvier 2021 correspondant aux conceptions de mars 2020. La représentation du phénomène lissée sur 12 mois, proposée par Olivier Berruyer, permet de mieux représenter la tendance de fond. Une lente décrue décennale de la natalité, un premier choc de dénatalité corrélé aux décisions politiques pour lutter contre la pandémie de Covid,
puis une reprise permettant d'atteindre une natalité équivalente à celle d'avant la pandémie de Covid. Enfin, un second choc de dénatalité encore plus profond qui prend de l'ampleur à partir de 2022 et dont on peut interroger le lien avec la campagne de vaccination des femmes enceintes. Malgré cette évolution alarmante, la campagne de vaccination des femmes enceintes, vaccination entre guillemets bien sûr, est toujours en cours. En Allemagne, la surmortalité a été établie à 66 000 décès en 2022, un nombre 4 fois supérieur à l'écart type empirique, alors qu'en 2020, une année sans vaccination, mais aux prises avec une pandémie prétendument épouvantable, il n'apparaît pas de surmortalité manifeste, 4 000 décès en excès. La surmortalité des sujets jeunes a commencé avec leur vaccination à partir d'avril 2021. En 2022, la surmortalité a formé 2 pics, l'un autour de 35 ans, mais visible dès les 15 premières années de la vie, et l'autre autour de 75 ans, avec une surmortalité très faible entre 50 et 59 ans. En France, une publication de l'INSEE en date du 6 juin 2023 a établi la surmortalité à 53 800, supérieure à celle de 2020 et de 2021. En 2020, à la différence de l'Allemagne, une surmortalité importante a affecté les sujets âgés de plus de 65 ans. Pour les années 2021 et 2022, le profil de surmortalité était équivalent à celui d'Allemagne. La surmortalité des sujets jeunes a commencé avec leur vaccination, entre guillemets, mi-2021. En 2022, a été enregistrée une surmortalité à 2 pics. L'un autour de 35 ans, ce sont les barres en rouge en bas, l'autre autour de 80 ans, avec une faible surmortalité entre 55 et 64 ans. Enfin, en 2022, une surmortalité des sujets jeunes a commencé dès les premières années de la vie. Un aspect singulier de la surmortalité de 2022 est sa prédominance féminine chez les sujets jeunes, qui rappelle la prédominance féminine des effets indésirables liés au vaccin ARN dans un rapport de 3 pour 1. Or, en général, la mortalité toute cause chez les hommes est plus élevée que celle des femmes. Cette inversion n'était pas visible sur la surmortalité de 2020, liée à la gestion institutionnelle de la pandémie. Elle se remarque seulement pendant les années suivant la vaccination, entre guillemets, de la population générale. Examinons enfin les données britanniques qui sont considérées les meilleures du monde. Or, selon celles recueillies entre janvier et mai 2023, qui inclut le statut vaccinal, il y a eu 8 766 décès dus au Covid en Angleterre. 8 330 décès, soit 95%, étaient des personnes inoculées. 436, soit 5%, étaient des personnes non inoculées. Dans le même temps, la proportion de personnes ayant reçu une dose était de 81,6%. Celle avec 2 doses de 78,7%, celle de 3 doses de 64,3%. Il y a donc eu davantage de décès liés au Covid chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. En outre, mais ce n'est pas représenté dans le schéma, les personnes vaccinées sont surreprésentées parmi les décès toutes causes. En conclusion, les vaccins, entre guillemets, géniques n'ont pas évité de décès toutes causes, ils n'ont pas non plus évité de décès dus au Covid. Dans les 2 cas, ils en ont entraîné davantage. Alors, les faits rapportés dans cet exposé sont évidemment d'une gravité exceptionnelle. Ignorant toutes les règles de prudence, contournant toutes les réglementations protectrices, les sabordant si nécessaire, des gouvernements et des professionnels de santé ont prêté la main à une expérience de manipulation de notre expression génétique, une expérimentation quasi imposée en population générale, voire imposée pour certains métiers, soignants, hospitaliers, militaires, pompiers. Des mensonges de Maquignon ont été relayés par les plus hautes autorités sanitaires dans une ambiance de terreur et d'autoritarisme, et toute une bureaucratie s'est empressée de contribuer à ce désastre qui continue à produire ses effets destructeurs. En termes de conduite à tenir en urgence, avec toutes les données connues aujourd'hui,
malgré la censure. Il est clair que les vaccins à ARN doivent être tout de suite retirés du marché. Permettre encore qu'une seule personne se fasse encore inoculer aujourd'hui cette mixture toxique témoigne d'une négligence dont le caractère coupable ou pas ne peut relever que du jugement de cour. Concernant le préjudice causé aux populations par leur inoculation forcée, le risque doit maintenant être identifié, exploré, combattu et pris en charge par la collectivité avant que les pouvoirs publics ne se retournent vers les fabricants de ces produits et leurs responsables ultimes. Il est urgent de cesser d'appeler vaccins ces préparations à base d'acides nucléiques, ce qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été, et de leur appliquer la réglementation qui s'applique à tous les produits de thérapie génique. Reste le sort à réserver aux plateformes ARN qui ont poussé dans le monde entier en absorbant des centaines de millions d'euros. Avec les meilleures intentions, leurs productions présenteront toujours des risques accrus d'effets indésirables graves, parfois mortels, des risques de production de protéines différentes de celles promises, aux réactions inattendues, parfois délétères, et des risques de pollution du patrimoine génétique avec des gènes manufacturés. Avec de moins bonnes intentions, elles ouvrent la possibilité de nouvelles atteintes à l'intégrité corporelle des personnes, de collectifs ou de populations entières, ainsi que d'un contrôle social par les corps. Je vous remercie. Eh bien, waouh. C'est vraiment une présentation absolument magistrale et j'ose espérer que le public peut se rendre compte de tout ce qui a, de la portée de tout ce qui a été dit et signifié ce soir. Merci beaucoup, Michel. C'est vraiment une présentation qui, à mon avis, pourra faire date et j'enjoins tous ceux qui l'ont écouté à l'enregistrer, à récupérer le texte. Et si on peut récupérer le texte, Michel, je le mettrai sur le site internet pour que les gens puissent le récupérer, puisque peut-être la première chose qui va vous sauter aux yeux, on va bien sûr discuter de tout ça et reprendre les éléments clés, mais c'est qu'au fond, cette présentation ressemble, et nos présentations au CSI ressemblent de plus en plus à des argumentaires judiciaires. Et ça n'est pas anodin. Effectivement, ça avait été déjà dit par le professeur Raoult, mais il y a le temps des médias, il y a le temps de la politique, il y a le temps de la science, et il y a le temps des procès. Et je crois qu'on arrive à ce moment-là, et j'invite toutes les personnes qui nous suivent, qui ont autour d'eux des gens victimes des faits indésirables, à les inviter à visionner cette vidéo et à leur procurer le texte, puisque dans toutes leurs demandes de réparation du dommage et dans toutes les poursuites judiciaires qu'ils pourront entreprendre, je pense que ce sera extrêmement utile. Voilà, j'aurais aimé que hier, les membres du conseil départemental de l'ordre de Nantes puissent entendre ta présentation alors qu'ils étaient en train d'essayer de reprocher au docteur procureur de ne pas avoir administré ces injections expérimentales. Voilà, donc un très très grand merci, vraiment, c'est une pression à mon avis qui fera date et je pèse mes mots, je ne suis pas un enthousiaste débonnaire toujours, mais là vraiment je pense que effectivement c'est très important. Voilà, donc je laisse la parole à Hélène et puis je vais essayer de regarder un petit peu les questions qui sont venues dans le chat pour vous les retransmettre au cours de votre discussion. Alors, merci Michel. En effet, comme dit Louis, il faut relire, réécouter. Nous, on avait fait un texte aussi destiné aux magistrats, justement, pour les actions en justice, qui expliquait pourquoi il fallait demander une autopsie, mais qui expliquait aussi tout ce fonctionnement des vaccins géniques, pourquoi ils étaient toxiques. Et je voudrais insister surtout sur la toxicité de la protéine spike elle-même. Voilà, il faut insister là-dessus, c'est la protéine spike du virus qui a été fabriquée, elle est toxique, et celle du vaccin, elle est encore plus toxique, et ça explique beaucoup les effets indésirables. Voilà. C'est pas seulement le mode d'action du vaccin, parce que même les vaccins qui ne sont pas des vaccins géniques, hein, comme les vaccins classiques, avec par exemple des virus inactivés, des virus SARS inactivés, ils ont aussi la protéine spike et ils ont les mêmes effets toxiques. Donc voilà. En fait, cette thérapie génique, elle accumule des causes de toxicité, puisqu'on fait fabriquer une protéine toxique et en même temps, la thérapie génique en elle-même, elle est toxique. Voilà.
je voudrais aussi merci, dire un petit mot sur le fait que pourquoi il y a dans le plasmide qui sert de modèle en fait pour fabriquer l'ARN, donc c'est un plasmide d'ADN, pourquoi il y a du SV40? Alors il ne faut pas interpréter ça d'un point de vue complotiste, du style ils veulent tous nous tuer et tout. Non, c'est juste que ça améliore le rendement de la production, parce que ça favorise la transcription de l'ADN en ARN. Et c'est pour ça qu'ils en mettent. C'est une technique de laboratoire pour fabriquer de l'ARN en labo. Mais ils ont oublié que ça va passer chez l'humain. Et que nous, on n'est pas une technique de laboratoire. Voilà. Donc c'est pas. Alors après, malheureusement, secondairement, c'est toxique, ça fait du mal, ça peut entraîner des cancers, mais au départ, ils l'ont mis parce que ça améliore le rendement, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ils s'en fichent du reste. Après, de toutes les façons, ils ont décidé que le principe actif, entre guillemets, c'est l'ARN. Donc, eux, ils s'occupent de ça. Après, toi, si avec ce qu'on te met dans le corps, tu fabriques des trucs toxiques, c'est ton problème, puisque c'est toi l'usine. Voilà. Eux, ils ne sont pas responsables de ce que tu fabriques. Voilà, donc, voilà. Donc il ne faut pas aller chercher des intentions maléfiques, c'est juste qu'ils veulent faire du profit, c'est tout. Voilà. Oui, merci Hélène, c'est important. Je peux rajouter peut-être un petit élément sur ce SV40. Vous comprenez finalement que l'ARN est une sorte de ruban qui est codant, qu'en amont, il peut y avoir un ruban d'ADN et en amont encore un petit rond, un plasmide, c'est un rond d'ADN. Je fais de la vulgarisation. Hein, et pour améliorer finalement la reproduction dans le processus industriel de fabrication, on rajoute un promoteur, quelque chose qui va activer encore la réplication, qui est celui d'un virus qui s'appelle SV40 et que le virus vacuolant simien 40 et qui sert justement à permettre de faire des vacuoles, à sortir le truc, à refaire des plasmides et à en refaire plein d'autres. Ceci a été mis en évidence en premier par Kevin McKernan, qui est rien moins que le séquenceur, le génie du séquençage génétique, pour la petite histoire et que vous le reteniez, celui qui avait séquencé l'homme de glace. Donc des morceaux d'ADN datant de Lampèbre avait réussi à le séquencer et qui s'est intéressé au contenu des fioles, effectivement, des injections expérimentales, et a retrouvé qu'il y avait la présence de plasmides, d'ADN en très grande quantité, comme l'a précisé Michel, parfois jusqu'à 20-30% du contenu, alors que les normes édictées par Pfizer lui-même pour l'Agence européenne du médicament étaient à 0,0033% d'ADN par rapport à la quantité d'ARN, enfin de matériel génétique final. Et donc, on est déjà dans un produit où la norme qualité est inadmissible, en fait. Ensuite, je voudrais rajouter donc, vous pouvez retrouver les publications de Kevin McKernan, et depuis, l'expérience a été reproduite par une autre étude au Japon, je crois. Peut-être, Hélène, tu pourras me corriger si je me trompe, mais je crois que c'est une équipe japonaise qui l'a refait, et il y a d'autres équipes qui sont en train d'essayer de le reproduire. Voilà, il y a plusieurs équipes, je crois qu'il y en a 4 ou 5 maintenant, parce que Kevin a distribué le matériel qu'il fallait pour reproduire ces expériences. Il y a des grands généticiens reconnus partout qui l'ont reproduit. Voilà. Il n'y a plus aucun doute. Évidemment, on va vous dire, ah oui, mais c'est pas publié. Évidemment que c'est pas publié. Quelle revue inscrite dans PubMed va accepter de publier ça, quoi? C'est un suicide. Pour une revue, elle publie ça, elle se suicide. Donc évidemment, c'est pas publié. Sauf que c'est les plus grands spécialistes du monde qui ont fait ces manips. Donc c'est pas réfutable, quoi. Voilà. Ils ont tous retrouvé la même chose. Moi j'ai un petit truc à dire parce que j'ai pas recalculé le pourcentage. Là, il faudra avant de dire à 100% qu'on est sûr qu'il y a 20% d'ADN par rapport à l'ARN. Donc moi, je n'avais pas trouvé ça. J'avais trouvé dans les résultats officiels de l'Agence européenne des médicaments qu'à chaque fois, c'était en dessous du taux. Mais le taux qui est limite, qui est permis, il est déjà très élevé, puisqu'en fait, il est calculé d'abord. On ne sait pas sur quels critères. Déjà, il a été augmenté déjà plusieurs fois depuis 1996. Et en plus, il est calculé ou estimé, disons, pour de l'ADN nu. C'est-à-dire qu'il se balade tout seul et qui est soumis à plein de stress et d'enzymes. Alors que là, c'est de l'ADN qui est dans des nanoparticules, qui est protégé et qui est dans une espèce de cargo, un vecteur qui va l'emmener où ça fait mal, quoi. Donc, en fait, ces taux limites qui sont imposés par l'Agence européenne des médicaments, ce n'est pas du tout valable pour de l'ADN dans des nanoparticules. Donc, de toute façon, même si c'est inférieur au taux limite, c'est déjà beaucoup trop. Alors, moi, je ne vais pas discuter, savoir si c'est 20% ou quoi, mais c'est déjà énorme.
Oui, alors si je peux ajouter un mot, Kevin McCannon avait trouvé une proportion de 30%. Bon, donc j'aurais pu prendre son chiffre, mais moi j'ai essayé de retrouver, effectivement, de recalculer à partir simplement des microgrammes présents, qui avaient été annoncés par McCannon, et personnellement j'ai trouvé 20%. Donc bon, c'est 20, 30%. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans les limites de l'Agence européenne du médicament, hein, qui sont, je rappelle, à 0,033%. Hein, donc là, c'est qu'un rapport de 1000 hein, par rapport à la limite. Et donc ça, c'est un premier point. Ce qui est quand même troublant... Ouais, attends, Michel, je crois qu'il y avait... Le gag, c'est que il ne faut pas confondre le drug product et la drogue substance. Voilà, il y a un truc avec ça, quoi. Parce que la drogue substance, c'est sur le batch, c'est sur le gros lot, et le drug product, c'est comme c'est dans le vaccin, une fois qu'il est dilué, enfin voilà, il y a un truc comme ça, et je crois qu'il ne faut pas, pour l'instant, affirmer que c'est 20%, 30%, moi, je ne suis pas sûre. Hein, voilà. De toute façon, on va chipoter, que ça soit 0, machin, de toute façon, c'est trop, parce que c'est intégré dans des nanoparticules, qui sont des vecteurs, des cargos, des fusées à ADN, quoi. Donc, voilà. Non, mais ce qui est troublant quand même... Ce qui est troublant, c'est qu'on ne va pas suspecter Pfizer d'avoir des intentions cachées, hein, bien sûr, mais il se trouve quand même que dans les années 2010, on faisait des vaccins à ADN plasmidique. Et que finalement, l'un dans l'autre, dans le vaccin ARN de Pfizer, eh bien, on se retrouve avec en fait un vaccin à ADN plasmidique. Bon. Et le promoteur SV40, certes, améliore la production d'ARN modifié dans les réacteurs, mais il se trouve aussi qu'il favorise le passage du plasmide à travers la membrane du noyau. Donc, en fait, il facilite l'intégration du gène manufacturé dans le génome des cellules. Alors, où c'est une grosse bêtise, hein, ça peut être une grosse bêtise, mais on va dire c'est l'explication gentille, ça, la grosse bêtise. En plus, si c'est une bêtise, pourquoi il y a personne qui reprend en fait ce problème au niveau des agences ou des pouvoirs publics, hein, c'est un silence radio absolu. Alors, voilà, il faut pas voir le complot partout, bien sûr, mais il faut pas non plus, toujours penser que c'est pas fait exprès, c'est un problème de contamination. C'est peut-être un problème de contamination, mais comme de toute façon il y a aucune donnée qui est fournie par le fabricant, effectivement, ça laisse l'imagination galoper. Alors la meilleure manière pour que l'imagination ne galope pas, c'est que les fabricants disent effectivement ce qu'ils font. Et là, dans la présentation que j'ai faite ce soir, ils ont menti plusieurs fois. Hein. Le gros mensonge, c'est quand même le fait de tester un produit et d'en injecter un autre. C'est quand même quelque chose qui est difficilement croyable, mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et les agences le savaient, puisqu'il y a des mails qui ont circulé, donc qu'on a pu constater, où les agences ont admis, mais tout de suite, hein, dans les semaines qui ont suivi octobre, donc dès novembre, on a des mails dans les agences qui parlent du process 1, process 2. Donc là, il y a une complicité évidente. Il y a une complicité, mais il n'y a pas de mensonge de Pfizer, parce que c'est dans les départs, les public assessment report de l'Agence européenne du médicament, qu'il y a 2 procédés qui sont différents. Tout ça, c'est marqué. Les gens, les spécialistes de l'Agence européenne du médicament ont fait leur boulot. Ils ont fait des rapports très complets, sauf qu'à la fin, ils ont dit, c'est bon, on les a fait signer. Mais tout ça, c'est marqué dans les rapports. Les 2 procédés il y a tout dans les rapports. Hélène, moi, je pense que tout y est. Sauf qu'ils ont le travail de l'agence sera complet lorsqu'elle aura informé le public que le produit administré n'est pas celui qui a été testé. Là, le travail sera complet. Si elle garde l'information pour elle, je regrette, c'est une situation de complicité objective. Oui, non, mais moi, je ne mets pas sur le même plan les experts, les techniciens qui ont vu tous ces problèmes que nous on voit maintenant, parce que nous, on les voit parce qu'on n'a pas analysé les vaccins, parce qu'on a repris les rapports de l'agence. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a une décision politique, on leur a dit de signer. Voilà.
Et puis juste pour revenir sur la présence d'ADN plasmidique, on a déjà, nous, publié à l'EMCIB il y a quelques années, la traduction d'un article de Teresa Belcher sur le fait que dans les vaccins, entre guillemets, classiques, il y a déjà des ADN, des ADN fétal, de l'ADN fétal. Il y a déjà des contaminations, c'est pas nouveau les contaminations. Là, ce qui est nouveau, c'est que cet ADN, il est dans des nanoparticules, donc il est encore plus dangereux, quoi. Et donc, ces contaminations qui sont connues, mais cachées, pas mises en lumière, c'est pas nouveau, quoi, voilà. Tout ça, ça vient pas de nulle part, hein. C'est bien exagéré avec ces vaccins ARN, mais ça vient pas de nulle part, voilà. Merci Hélène. Alors, je voudrais peut-être rajouter deux choses. Une première qui est une considération d'ordre général, mais ça a été dit plusieurs fois. Toutes ces injections expérimentales à matériel génétique modifié, c'est ça que je les appelle moi, sont finalement des prodrogues, tu l'as bien dit, et donc je réinsiste là-dessus. Ce ne sont pas les produits actifs finaux attendus, mais cherchent à créer une cible antigénique qui sera produite par les cellules. Le choix de cette cible antigénique n'est pas anodin, puisque on peut choisir une protéine qui serait peu toxique, qui aurait peu d'effets sur le corps, ou au contraire prendre une protéine qui soit un pathogène, qui soit proprement une toxine. Or, en l'occurrence, on a choisi une toxine, alors même que dans le SARS-CoV-2, d'autres protéines étaient disponibles, infiniment moins variables, ce qui est un deuxième élément. Si vous choisissez des protéines de nucléocapsides, la cible antigénique est stable. La nucléocapside varie peu. Et donc, malgré des changements et des variants des populations virales, vous auriez une stabilité dans l'immunogénicité induite potentiellement durable. Le choix de Spike, c'est de choisir la protéine qui mute le plus et qui justement définit les variants du SARS-CoV-2. Alors, on comprend bien l'intérêt commercial. Vous créez un système d'obsolescence programmée à cycle court. Chaque nouveau variant avec une nouvelle spike va devoir donner lieu à une nouvelle injection d'ARN et à une nouvelle production de la nouvelle spike. Mais vous auriez pu faire complètement autre chose. Or, l'obsolescence programmée est interdite quand elle est volontaire. De nombreux textes juridiques dans de nombreux pays, y compris dans l'Union européenne, interdisent la mise en place d'une obsolescence programmée volontaire sur un produit. C'est un autre argument. Enfin, sur le... Et puis, faire produire à votre propre corps une substance pathogène, je le redis pour que ce soit vraiment ancré, est une folie. Vous ne devez pas produire vous-même des substances qui vous rendent malade dans une quantité que vous ne maîtrisez pas. C'est proprement insensé. Et ça a été dit dès le départ. C'est-à-dire que tout ce qu'a dit Michel, on fait une très grande partie, pas la partie sur SV40, mais était connu extrêmement précocement. Nous avions connaissance de tout ça. Ça a été dit, et on l'a dit, les agences étaient au courant, etc. Donc, comme Michel l'a dit, le bout de la fonction réganielle d'une agence, c'est d'aller finir son évaluation. C'est le rôle de l'ANSM, normalement, en France, et d'informer le public, et ensuite de mettre fin à un produit qui est, à l'évidence, insuffisamment éprouvé, d'une piètre qualité et toxique. Donc, pour le moment, les agences n'ont pas fait leur travail. Mais je me réconcilie avec Hélène. Effectivement, certains experts de l'Agence européenne du médicament ont tout écrit. Et si on va sur les experts de Pfizer, ils ont effectivement tout écrit partout. Et ça, c'est encore quelque chose qui est très troublant. C'est qu'à la fin, probablement, Pfizer ne sera jamais inquiété puisqu'ils ont dit publiquement et honnêtement à peu près tout ce qu'ils avaient fait et qu'ils l'ont écrit. Enfin, un dernier point sur SV40 pour que le public puisse comprendre. L'ADN plasmidique est la façon d'échanger du matériel génétique pour les bactéries. Les bactéries utilisent ces petits cercles d'ADN et les font transiter des unes aux autres pour qu'au sein d'une population bactérienne, très rapidement, puisse se transmettre du matériel génétique. Donc, ils ne gardent pas enfermés au fin fond d'un noyau tout leur matériel génétique. Elles ont de très nombreux fragments de matériel génétique au sein de ces plasmides. Ça a permis le processus industriel de reproduction rapide de ce matériel génétique à moindre coût sur des lignées bactériennes d'Escherichia coli. Qu'est-ce que c'est que l'Escherichia coli ? C'est une bactérie qui se trouve être la principale flore commensale de notre tube digestif. Ça pose question, parce que si ces plasmides sont capables de se reproduire dans des Escherichia coli de culture, ils sont évidemment capables de se reproduire dans des Escherichia coli de notre microbiote. Et il est potentiel que certains patients porteurs de spikeopathie prolongée
ont en fait un microbiote qui ne cesse de cracher du spike parce qu'il passe son temps à reproduire le matériel génétique plasmidique présent dans son microbiote à Escherichia coli. Voilà, j'espère que c'est clair. L'autre enjeu, ça pourrait être d'évoquer des pistes thérapeutiques pour ces patients qui seraient des changements de leur microbiote intestinal, soit par des greffes fécales, soit par des antibiothérapies, puis des réensemencements du microbiote. Mais voilà, ça pourrait être aussi une piste thérapeutique intéressante. Voilà, pour revenir sur le choix de la protéine spike, j'insiste parce qu'on va encore dire oui, ils ont fait exprès parce qu'elle est toxique. Mais non, mais ils s'en fichent de la toxicité. Ils n'ont pas vraiment étudié. C'est Jean-Marc Sabatier qui, dès mars 2020, nous a expliqué la toxicité du fait qu'elle interagit avec la CE2 et le système rénin-angiotensin. Mais eux, ce qu'ils voient, les fabricants de vaccins, c'est la protéine la plus abondante, la plus accessible à la surface du virus, donc c'est celle qui va faire produire le plus d'anticorps. Et comme toute l'évaluation des vaccins, c'est basé sur la production d'anticorps, dont on a déjà dit 100 000 fois que c'était juste un témoin de rencontre avec le virus et que ce n'était pas du tout une protection et que, en l'occurrence, avec le coronavirus, ça pouvait être des anticorps facilitants, donc qui aggravent la maladie. Donc voilà, eux, ce qu'ils voient, les fabricants de vaccins, c'est qu'il faut quelque chose qui nous fasse produire des anticorps. On a la protéine la plus abondante, donc on la prend. Mais ce n'est pas parce qu'elle est toxique qu'ils l'ont choisi. Malheureusement, elle est toxique. Ça tombe mal. Voilà. Et alors aussi, par rapport à ce que tu disais, Louis, sur les passages des plasmides dans les bactéries, il y a aussi le fait qu'il y a des gènes de résistance dans les plasmides ADN. C'est pareil. C'est pour la fabrication. C'est pas une intention maligne. Sauf que voilà, ça va se reproduire dans les bactéries de notre intestin et ça va les rendre résistantes aux antibiotiques qui sont ciblés par ces gènes de résistance. Mais ça, c'est indispensable pour la fabrication en laboratoire. Mais encore une fois, ils nous ont pris pour une éprouvette de laboratoire. Voilà. Oui, moi, je voudrais rebondir, Hélène, et puis je répondais aussi à Louis. Je trouve, Hélène, que tu es très gentille avec les experts des agences européennes du médicament. Ils ont été obligés de signer, vous comprenez, on les a obligés. Mais non, on n'oblige personne à signer. Ils signent ici en tant qu'experts. En plus, ces agences ont la personnalité morale. Donc, si on a des agences, c'est justement soi-disant pour les extraire de l'influence des gouvernements, ou de toute influence d'ailleurs. Hein. Donc, non, on n'oblige pas un expert à signer quelque chose qu'il ne veut pas signer. Sinon, on n'a pas besoin d'experts. Et puis là, j'ai parlé de la pusillanimité des experts et des décideurs ou des responsables. Si on a une fonction publique, c'est pour préserver l'intégrité du système de décision. Et si on a des experts, c'est pour qu'ils signent en responsabilité les documents qu'on leur soumet. Si on admet que c'est pas le cas, bien, on change de système de santé, on change de système politique. Moi, je continue à travailler dans un registre on va dire, où la fonction publique fait son travail et les experts aussi. Tu vois, d'autre part, Hélène, tu dis que le SV40, c'est important pour produire l'ARN modifié dans les réacteurs, mais bon, Moderna, il n'y avait pas de SV40 dans les plasmides de Moderna. Donc, c'est pas indispensable. Et puis, il se trouve aussi que Pfizer a menti, puisqu'il a donné aux agences européennes, enfin, à l'Agence européenne du médicament, une image du plasmide contaminant, entre guillemets, parce que contaminant, c'est eux qui le disent, hein, où il n'y avait pas le SV40. Alors, si c'est si banal d'avoir du SV40 sur un plasmide, pourquoi il l'a caché à l'Agence européenne du médicament? Voilà. Donc, et de toute façon, nous, le problème de tout ça, hein, c'est que, évidemment, quand il n'y a pas de transparence, quand on a affaire à des sociétés corruptrices et multicondamnées, hein, évidemment, on va quand même essayer de voir s'il n'y a pas entourloupe. Et chaque fois qu'on creuse, on trouve une nouvelle entourloupe. Ça fait 2 ans, enfin vous plus que moi d'ailleurs, hein, au CSI, mais ça fait 2 ans que vous travaillez sur ce dossier et pratiquement on s'ennuie pas, quoi. Hein, au bout de 2 ans, on n'a pas épuisé le sujet. Il y a encore des scandales qui apparaissent. Hein, donc
il faut quand même que les auditeurs et puis au-delà les institutions se rendent compte que maintenant les données sont sur la table, la situation est absolument dramatique du point de vue de l'efficacité du système de santé, de la confiance que le public peut avoir dans ses médecins, dans ses dirigeants, et que j'aimerais quand même que, comme tu l'as dit, Louis, tout ce qui a été dit depuis 2 ans au CSI puisse être saisi par des avocats et que des recours commencent à se mettre en place, parce que là maintenant, je crois que la situation est critique. Soit on va faire la lumière sur ce qui s'est passé depuis 2 ans, hein, soit on rentre dans une autre société où effectivement, avec un ministère de la vérité qui dira ce que les citoyens doivent penser. Mais bon, jusqu'à présent, on a une fonction publique en France, elle ne doit pas travailler dans cette optique-là, elle doit travailler dans l'optique d'une société démocratique. Donc, chaque fois, j'y vais de mon couplet, hein, je fais appel aux fonctionnaires qui pourraient nous écouter ce soir. Hein, vous avez le droit à la liberté d'expression, vous avez le devoir de ne pas obéir à des instructions qui sont contraires à la loi. Et là, effectivement, avec le Covid, c'est un festival. Donc, il faut que la sécurité de l'emploi qui correspond à votre statut, maintenant, réponde à une responsabilité que la société attend, hein, et que chaque fonctionnaire, là où il est, fasse son devoir et s'oppose à des mesures qui, objectivement, maintenant c'est prouvé, ont davantage nuit à la population que l'ont sauvé d'une pandémie, on va dire, largement fantasmée. Juste pour répondre à Michel, moi, c'est pas que je suis gentille, hein, c'est que je me cache pas, je veux rien cacher, quoi. C'est-à-dire, d'accord, ils ont menti, le Pfizer, je suis d'accord sur le SV40, mais ça a été publié que l'Agence européenne du médicament a subi des pressions politiques pour mettre le tampon, pour autoriser le vaccin en urgence en novembre 2020, alors qu'ils n'étaient pas d'accord pour le faire. Voilà. C'est tout. Je dis pas que je ne suis pas gentille avec personne, je dis simplement ce qui est. Voilà, il y a des pressions politiques. Et tout ça, c'est systémique, c'est pas juste parce qu'il y a des vilains politiques ou des vilains experts. Voilà, à l'Agence européenne du médicament, ils sont super bien payés, les gars. Et donc, ils n'ont peut-être pas envie de perdre leur salaire, je ne sais pas combien, c'est 15 000 ou 16 000 euros, voilà, c'est tout. Hein. Voilà, c'est pas que je suis gentille, voilà, c'est tout. Il faut voir ça comme ça, quoi. Voilà, pour le temps, il peut y avoir peut-être des mauvaises interprétations de tes paroles, Hélène, et moi j'irais abonder plutôt dans le sens de Michel aussi. Ma compréhension des choses est que les agences n'ont pas fait leur travail et que les laboratoires, effectivement, font des choses qui ne sont pas claires, et je ne serai jamais l'avocat de ces personnes pour essayer de défendre leur ingénuité ou leur innocence dans les différents process industriels ou commerciaux qu'ils mettent en place. Par ailleurs, l'Agence européenne du médicament a pour 87,3% de son budget des émoluments de la part de l'industrie pharmaceutique. Un très grand nombre de gens qui sont en charge de la mise en place des AMM conditionnels ou des AMM ont en fait été chargés de mission dans les industries pharmaceutiques. Ça a été épinglé par des rapports de la Commission européenne en 2007, 2013 et 2017. Je pense qu'il est grand temps que le ménage soit fait. Voilà. Sinon, effectivement, on sera dans une société où on ne peut plus faire confiance à personne, ni jamais, et c'est pas une société désirable. Enfin bon, voilà. Je propose que sur ce versant de la criminalité, de la culpabilité, etc., ce sera jugé par les tribunaux. Notre travail est de rapporter l'information, elle est là. Elle est disponible, elle me semble très utilisable en l'état par tous ceux qui ont besoin de faire des poursuites judiciaires. Encore faut-il qu'il y en ait. Donc voilà, c'est une invitation auprès du grand public, à tous les victimes d'effets secondaires, à tous ceux qui ont été victimes, pas forcément d'effets secondaires, mais simplement d'une sorte d'abus de confiance, d'extorsion de consentement. Voilà, il est temps de mener des procédures judiciaires. Cette vidéo peut être envoyée à n'importe quel directeur d'hôpital, à n'importe quel chef de service, à n'importe quel membre du Conseil de l'Ordre. Et croyez-moi que si elle est envoyée 17 000 fois par vous tous, à tous ces gens-là, peut-être qu'au bout d'un moment, ils la regarderont sur la boîte mail, c'est peut-être important, et que les choses peuvent changer comme ça, c'est mon espoir en tout cas, par une sorte d'action citoyenne dont vous êtes partie prenante, vous qui nous regardez. Alors peut-être il y a d'autres points que vous voulez éclairer, il nous reste peut-être une petite dizaine de minutes à discuter.
Je ne sais pas s'il y a des éléments. Il y a toute la fin de ta présentation qui est très importante. Oui, alors c'est le problème des conséquences. Des conséquences en termes de mortalité, c'est quand même exceptionnel que un scandale sanitaire se traduise par des conséquences lisibles sur la démographie générale d'un pays. C'est-à-dire qu'en termes d'ampleur, là, on est à peu près à 10 médiators par an. Hein, si on veut faire, je dirais, le rapport des décès. Hein. Alors, donc, on est en fait sur des conséquences qui ressemblent à, on va dire, au nombre de morts de la Première Guerre mondiale. Hein. Donc, c'est un traumatisme que la société a vécu. Et je suis effectivement, c'est assez hallucinant hein, de voir que il n'y a pas une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a pas un rapport, il n'y a pas une émission, même télévisuelle, sur cette question-là. Alors, la seule émission que j'ai pu voir, c'est un complément d'enquête sur Pfizer, le grand méchant labo. Je crois que c'est le titre de cette émission, donc c'est tout à fait insuffisant. Les journalistes du service public là, ont une responsabilité absolument massive pour que les gens en fait cessent d'être exposés à une expérimentation qui fait du tort au plus grand nombre. Hein. D'ailleurs, je me rappelle, je voudrais quand même rapporter dans cette émission complément d'enquête un propos qui a été tenu par la conseillère de l'Élysée qui s'appelait, ou qui s'appelait, je ne sais plus si elle est toujours en poste, Ombéline Gras, et qui était en charge de défendre les intérêts des citoyens européens face aux laboratoires dans les négociations qui sont tenues avec les labos, donc à l'échelle européenne. Et elle a déclaré benoîtement aux journalistes qui étaient présents que oui, bien sûr, les vaccins n'ont pas été testés et que comme ils n'ont pas été testés, on ne peut pas rendre les laboratoires responsables des effets secondaires de la population générale. Et alors que dans le même temps, les pouvoirs publics sermonnaient, enfin, on a tous entendu ça, hein, que ces vaccins ils étaient sûrs et efficaces, formidables, qu'ils protégeaient à 95%. Et alors qu'en même temps, la conseillère du président Macron dit qu'ils n'ont pas été testés. Et le journaliste ne rebondit absolument pas, comme si c'était en fait une information banale. Voilà, donc il faut que chacun fasse son travail là où il est et on se sortira de cette mélasse parce que nous sommes vraiment dans une mélasse absolument importante. Hein. Ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement 10 médiators par an, mais pourtant, voilà, il y a une nouvelle campagne vaccinale qui commence dans un mois. Les arguments qui sont repris dans la note de la DGS, eh bien, c'est les mêmes qu'il y a 3 ans. C'est formidable, hein, voilà, vaccinez-vous, comme ça vous allez protéger les autres, comme si on n'avait rien appris depuis 3 ans. Donc, un des intérêts de cette visite, de cette rencontre du CSI, c'est de tenter finalement d'enrayer cette encore machine infernale qui va se dérouler dans les hôpitaux, hein, parce qu'on prévoit tout un déploiement de moyens, comité de pilotage, des influenceurs dans les services pour pousser les gens à se vacciner. C'est une machine infernale. Il faut absolument arrêter ça. Donc, chacun à son poste et on y arrivera. Alors, juste pour revenir à ce que tu disais, Louis, des actions juridiques, il y en a qui sont en cours, hein, puisque les associations avec lesquelles on collabore, elles lancent des actions juridiques. Donc voilà, parce que j'ai vu ça dans le chat aussi. Donc il faut aussi continuer à soutenir financièrement les associations, voilà, Info Liberté, l'ENCIB, Bon Sens, voilà, qui lancent aussi des actions juridiques, justement en se fondant sur ce qu'on vous explique là, sur les documents qui ont été publiés, quoi.
Alors, par rapport à ce que tu disais, Michel, sur le fait que cette conseillère du président a dit à un journaliste que les vaccins n'avaient pas été testés, ben non, c'est pas vrai, ils ont été testés, puis on savait avant qu'ils sortent qu'ils avaient donné des effets indésirables, puisqu'en octobre 2020, ils ont publié la liste des effets indésirables qu'il fallait surveiller. C'est exactement ce qu'on a trouvé, donc ils étaient tout à fait au courant. Donc ils ont été testés. Oui, elle ne devait pas être au courant, cette dame-là, qui avait été testée. C'est pour dire le niveau de compétence. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Hélène, pour croiser de nombreux collègues, confrères et amis. Et sur ce que tu dis, Michel, aussi, un certain nombre d'entre eux étaient comme sur une autre planète pendant 3 ans. Et quand tu dis qu'on n'a pris aucune leçon de ces 3 dernières années, je pense qu'effectivement, il y a énormément de professionnels de santé qui, en fait, maintenant, sont bien moins au courant que les citoyens sur la réalité de ce qui s'est passé, comme s'ils avaient été mis dans une chape de plomb idéologique et propagandiste qui les maintenait dans une ignorance volontaire sur la réalité de ces produits. Je disais que c'est la DGS. Un très grand travail d'information. Je disais que c'était la Direction générale de la santé qui n'avait pas changé d'argumentaire depuis 3 ans. Alors, on peut dire que si on commence à dire que la Direction générale de la santé est incompétente et qu'elle lit pif gadget pour inspirer des campagnes sanitaires à organiser, moi, je n'irai pas jusque-là. Hein. Je crois qu'il y a des choses maintenant qui doivent être dites par les autorités. Les chiffres sont là. Il faut maintenant que le bilan soit fait. Alors, c'est dans le pouvoir du ministre de la Santé actuel de commander un rapport sur la gestion publique de la pandémie de Covid. C'est même son devoir de le faire, mais il n'est pas le seul. Hein. Les parlementaires doivent se saisir de cette question. Il n'est pas question, enfin, je n'imaginerais pas que notre démocratie soit capable de laisser un scandale sanitaire qui représente l'équivalent de 10 médiators par an être passé sous silence. D'ailleurs, ils n'y arriveront pas. Hein, le scandale finira par apparaître, et plus on attend et plus les dommages collectifs sur notre vie démocratique seront importants. Donc, il ne faut plus tarder maintenant à dire la vérité à la population. On arrive à 1h30 d'émission. Si c'est OK pour vous, je vous propose de faire un petit tour de conclusion à destinée du grand public. Si je vais commencer. Voilà, c'est un énorme merci à Hélène et à Michel pour cette discussion, pour cette synthèse qui met en lumière des éléments qui pouvaient parfois paraître éparses pour un certain nombre d'entre vous et qui là sont mis ensemble, permettent de donner une lumière extrêmement crue sur la réalité de ces injections expérimentales et de leurs effets sur nos populations, qui soulèvent de très nombreuses questions quant à nos tutelles institutionnelles et à leurs nécessaires réformes. Et évidemment, en tant que médecin, je me permets, et je le soutiendrai devant le Conseil de l'Ordre, de vous déconseiller toute nouvelle campagne vaccinale, toute soumission à toute nouvelle campagne vaccinale liée à ce type de produit. Pour le moment, voilà. Et ça, c'est le conseil du Toubib, quoi. Hein. Dites non et refusez ces injections. Et enfin, je crois qu'il y a un très gros travail d'information à faire auprès de nos confrères et consoeurs. Et je vous invite à envoyer cette vidéo aux membres des ARS, aux différents membres du Conseil de l'Ordre, à votre médecin traitant, à votre infirmière traitante habituelle, pour qu'ils puissent prendre conscience, ou que peut-être ça puisse ouvrir une porte de réflexion, et qu'ensuite ils puissent se rejoindre pour justement, depuis le bas vers le haut de la société, faire remonter jusqu'à nos tutelles institutionnelles une nécessaire clarté et transparence sur tous ces sujets. Enfin, je pense qu'hélas, cette porte ne s'ouvrira pour certains que par la voie judiciaire, et je vous invite encore une fois à mener des procès. C'est long, c'est difficile, c'est coûteux, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Actuellement, le dernier rempart institutionnel à la désorganisation de nos sociétés se trouve être la justice pénale. Merci, je vous passe la parole. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Louis, voilà, par exemple pour le vaccin hépatite B, officiellement, ça ne donne pas de sclérose en plaques, mais la justice a indemnisé les gens, donc finalement c'est la justice qui va le plus loin. Donc je pense que là, maintenant, on est dans le temps judiciaire et il faut
faut travailler là-dessus, quoi. C'est long, quoi. Et puis voilà, aussi par rapport à ce qui nous attend, bah, il faut être très vigilant, surtout les nouveaux médicaments, les nouveaux produits qui font aussi passer pour des vaccins, pour leur éviter des contrôles, les autoriser en urgence. Voilà. Et puis aussi, bon, toi tu dis nous, faire remonter aux soignants et tout, mais aussi en parler à la population. Choisir, prendre au vol toute petite allusion pour y aller doucement, mais essayer de faire parler les gens là-dessus, simplement les faire parler, pas leur essayer de les convaincre ou quoi, mais de faire parler pour voir, ils s'aperçoivent d'eux-mêmes finalement qu'il y a un problème, je pense. Oui, ben écoutez, moi je terminerai en disant que, évidemment, j'appuie ce que tu dis, Louis, hein, vous avez le libre accès, vous avez le choix de refuser les vaccins ou de les accepter, mais faites-le en connaissance de cause. Sachez que les décisions qui ont été prises depuis plusieurs années et puis encore aujourd'hui, en fait, contreviennent gravement à des accords internationaux qui engagent la France. Hein. Je pense au Code de Nuremberg, je pense à la Convention d'Oviedo, qui en fait appuie en fait le libre consentement des patients en fait aux gestes thérapeutiques, à la vaccination en particulier, que ce consentement doit être donc librement accordé, qu'aucune contrainte ne peut être on va dire imposée ou proposée aux patients, ni même une quasi-contrainte, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de proposer en fait un choix qui serait inéquitable, c'est-à-dire si vous vaccinez pas, il vous arrivera des bricoles. Bon, mais ça s'appelle une contrainte, hein, et c'est interdit par la Convention de Nuremberg. Donc voilà, vous avez le droit pour vous, et que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs, il faut que, je dirais, la raison sanitaire prévale. Il faut que l'intérêt du patient, l'intérêt de la population passe avant les intérêts particuliers. Et là, pour ce combat-là, nous sommes tous concernés. Alors, je remercie le CSI de permettre l'expression de ces paroles-là, et tous les membres du CSI, les techniciens, le rôle que le CSI tient est très important. Beaucoup de personnes le suivent et il faut que cette entreprise continue. Ben, merci beaucoup. Là, très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.